Alors tout de suite, on va passer la question Evals que l'on vous fera commenter tout à l'heure. Donc quel est le principal défi technique dans vos projets de transformation IT? Harmoniser les données, mettre en place des interfaces, mettre à niveau les compétences de l'équipe IT, ou il faut avant tout optimiser les infrastructures. Donc on verra ce que répondra la salle, et donc Monsieur Sennelier, on vous demandera de commenter ces réponses. Alors, on vous a présenté tout à l'heure, Monsieur Sennelier, mais on va quand même recommencer. Donc vous êtes membre du comité exécutif de Clésia en charge donc des SI et des grands programmes. Alors on va commencer par représenter un peu Clésia. Donc Clésia est une institution qui est alors à la fois jeune et vieille, vous nous avez dit tout à l'heure. Alors est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? C'est ce que j'avais exposé tout à l'heure. C'est un groupe qui a été créé en 2012 de la fusion de Déo, Mornay, et a été rejoint très rapidement par la Fédération mutualiste parisienne. C'est un groupe paritaire de 3000 collaborateurs. Je ne vous ai pas donné les populations couvertes. Donc on a 2 métiers, retraite complémentaire et assurance de personnes. Sur la retraite complémentaire, on gère à peu près 300 000 entreprises pour le compte de l'Agirc Arrco. Et nous gérons 1 900 000 retraités au quotidien, donc on paye les pensions à Agirc Arrco pour ces personnes. Sur l'assurance de personnes, on est sur à peu près 3 millions de personnes couvertes, 300 000 entreprises aussi. C'est l'ordre de grandeur. Notre principal métier, c'est vraiment du contrat collectif en assurance de personnes, donc c'est auprès des entreprises, plutôt sur 4 secteurs affinitaires. On n'est pas interpro, on n'adresse pas toutes les entreprises, on adresse principalement les entreprises du transport, comme des groupes comme Geodis, Transdev et autres, Steph, qui sont des entreprises de transport, de marchandises, logistique, transport de voyageurs. On n'a pas la SNCF, c'est un régime à part, pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui. Mais ils sont les bienvenus. On est très très présent historiquement sur ce secteur, puisqu'on doit couvrir à peu près 80 ou 90% des acteurs. On a tout ce qui est officine de pharmacie et industrie pharmaceutique. On est aussi très présent sur les officines de pharmacie. C'est 90% des officines de pharmacie qui sont chez Clésia. Hôtel, café, restaurant. Tout ce qui est commerce de proximité, on a 70% des hôtels, cafés, restaurants de France qui sont assurés chez nous. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Un petit peu les ESN, puisqu'on a le plaisir d'être les assureurs d'un certain nombre de structures du Syntec, voilà, qui sont aussi mes fournisseurs pour un certain nombre. Et puis, il me manque la partie banque, puisqu'on a une petite activité sur la partie banque. Voilà. Alors, effectivement, parce que historiquement, chaque entreprise de votre genre avait une sorte de monopole, d'ailleurs, c'était un monopole sur un secteur. Et ça a changé il y a 10 ans. Ah non, moins que ça. Oh là là. C'est tout récent, en fait. Ah, c'est tout récent. Eh oui. Effectivement, on était des structures assez tranquilles, avec un processus qui s'appelle la désignation auprès des branches. C'est-à-dire que, pour redonner l'exemple du portefeuille, ça fait toujours rêver les commerciaux quand je donne cette information, on a 300 000 entreprises clientes, on avait 60 commerciaux. Voilà. Donc on a des champions. Non, on n'a pas que des champions. On avait un modèle en fait qui était basé sur ce qu'on appelle les accords de branche. C'est-à-dire qu'on discutait avec les organisations patronales et syndicales de la branche, et puis elles désignaient un assureur. Et donc, dans les branches historiques de Clésia, j'ai donné les hôtels, cafés, restaurants, les officines de pharmacie, ce sont des exemples. Et sur ces branches, quand on était désigné, en fait, toute entreprise qui se crée dans la branche, elle n'avait pas le choix. Il était obligatoire pour elle de venir prendre son contrat santé ou prévoyance chez Clésia ou chez un autre groupe, quand c'est un autre groupe qui était désigné. Donc, c'était un marché, on va dire, captif. Et assez confortable, puisque le métier du commercial, ça consistait à aller voir l'entreprise en lui disant « Bonjour, vous êtes dans la branche hôtel, café, restaurant, vous êtes chez nous. Et d'ailleurs, si vous ne prenez pas le contrat, je suis en droit de vous poursuivre. »
Voilà. C'est pratique. Hein. C'était pas mal. C'était pas mal. Enfin, c'était un autre métier. Il y a eu une réforme qui s'appelle la généralisation du contrat santé, l'ANI, en France. Et cette réforme a eu pour conséquence que derrière, il y a eu un recours au niveau du Conseil constitutionnel qui a cassé la désignation. Et toutes les désignations sont tombées entre 2014 et 2016. C'est-à-dire que de 2014 à 2016, si des désignations arrivaient à leur terme, on ne pouvait pas les renouveler. Donc on est passé d'un modèle sans concurrence à une dérégulation complète du marché où après tout le monde choisit. Le client a le droit de choisir son assureur. Un truc c'est fou. Hein, complètement fou. C'est incroyable. C'est comme si on avait le droit de choisir, je sais pas moi, c'est logiciel. C'est ça. C'est comme si on pouvait facilement sortir du mainframe. Voilà. Alors, donc, du coup, vous avez récupéré X, 4, hein, c'est ça Au total, même 6. Au total, on a 4 systèmes. Ouais. 4 systèmes. Voilà, plus un cinquième. Donc, qui étaient faits pour des systèmes non concurrentiels, qui étaient faits pour des systèmes de branches, et qui étaient évidemment un petit peu anciens, avec beaucoup de mainframe. Et puis, maintenant, vous vous appelez Clésia, vous êtes en situation de concurrence, et il faut mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc, comment vous avez procédé ? Alors, en fait, on a commencé par faire converger la donnée client. Au tout départ, la première trajectoire, parce qu'évidemment on est parti dans un sens, puis après on a ajusté. La première trajectoire a été de se dire, un truc assez classique, on a différents systèmes d'information, on va en prendre un, qu'on va appeler la souche, et puis on va construire par différence la cible qui va convenir à tout le monde. Bon, ça, c'est pas une bonne idée en général. C'est des projets qui coûtent très très cher et qui ont du mal à atterrir parce que la conséquence de ça, c'est qu'on fait pas de conception générale. On travaille par différence. Et donc, quand moi je suis arrivé chez Clésia, on était parti là-dessus et on l'a arrêté assez vite parce qu'on s'est rendu compte que cette souche qui était réputée répondre parfaitement aux besoins, en fait, elle supportait pas bien la montée en charge par rapport au volume que ça demandait. Elle avait une petite dette technique qui était un peu cachée par-ci par-là parce que on l'avait pas vue, et donc on se retrouvait au fur et à mesure à devoir tout réécrire. Puis par ailleurs, on a eu d'autres structures qui sont arrivées. Donc cette souche qui était bien à un moment pour répondre à 2, elle était plus bien pour répondre à 3 et encore moins pour répondre à 4 et à 5. Et donc on s'est retrouvé dans un schéma vraiment complexe. Est venu se greffer là-dessus, dans notre métier, le fait qu'il y a un législateur qui est hyper imaginatif et qui nous fait des réformes à peu près tous les ans dans la santé et la prévoyance. Vous avez eu le contrat responsable, le 100% santé cette année, donc maintenant on a un nouveau modèle de couverture. Vous avez ce qu'on appelle les résiliations infra-annuelles l'année prochaine, donc ça change les règles dans la santé et dans la prévoyance. On a des révolutions réglementaires un peu structurantes tous les ans. Tout ça faisait que on était sur un modèle où le cœur du système, c'était nos outils de gestion. Tous les talents, toute l'énergie, toute la capacité d'innovation de l'entreprise était mobilisée sur la construction, en gros, si je devais faire le corollaire, à notre chaîne de valeur, enfin, à la supply chain. Voilà. Et tout le reste, on n'avait plus de bande passante, plus d'énergie, plus de talent, plus de capacité à aller se mobiliser dessus. Donc ce qu'on a décidé, c'est de dire on va remettre nos talents et notre énergie sur 2 sujets, la donnée, les data, et sur la relation client, tout ce qui est le front. Et on va plutôt essayer d'aller vers un modèle éditeur pour tout ce qui est le système de gestion. Alors pour un hôtel-restaurant, avoir un système de caisse, c'est facile. Il y a, 100 000 hôtels-restaurants en France. Pour même une entreprise quelconque, je dirais presque tous les secteurs, il y a un certain nombre de petits camarades. Donc, un marché. Mais vous, dans votre domaine, vous êtes combien ? Alors, on n'est pas très nombreux, c'est vrai. Et en plus, ce n'est pas un système international. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éditeurs internationaux qui se dit « je vais investir sur le système de protection sociale complémentaire en France ». Et je vais pouvoir le déployer dans le monde entier. Je vais avoir un magnifique modèle et gagner des milliards Non, ça, effectivement, ça n'existe pas. Donc, il y a quelques acteurs qui sont présents en France en termes de solutions éditeurs. Et le pari, c'est qu'effectivement, le pari de l'éditeur avec qui on a travaillé, c'est qu'effectivement, la problématique des contrats collectifs, de la gestion de la prévoyance et de la santé
en France tire le modèle éditeur plutôt que le modèle historique, qui était un modèle de développement interne sur des gros systèmes ou sur des systèmes plus modernes. Et donc on a travaillé en co-construction avec un éditeur pour finaliser une solution qu'on déploie et sur laquelle on est en train de terminer le déploiement cette année pour répondre à cet objectif. Et donc, vos vieux systèmes, vous les avez basculés par module, ou en Big Bang, ou par branche, ou par activité? Alors, en Big Bang, non. Ça, ce serait une mauvaise idée. D'abord, on a construit la solution et ensuite, on les a déployés et on les déploie par portefeuille cohérent et par système. Donc, on éteint progressivement les différents systèmes et en parallèle de ça, on a construit tout le socle architectural et applicatif de l'ensemble de l'urbanisation de notre système, c'est-à-dire qu'on a mis au cœur les référentiels. Ce que ça nous a permis aussi, c'est qu'indépendamment de la trajectoire de convergence de nos legacy, qui est toujours plus longue et compliquée, souvent plus longue et plus compliquée que ce qu'on veut bien imaginer au départ, on a pu faire converger là beaucoup plus vite tout ce qui est front. Parce qu'on avait mis en place des référentiels qui, eux, réconcilient les données de tous les systèmes. C'est-à-dire qu'on a mis en place un référentiel client, un référentiel produit et un référentiel contrat unique dans lesquels on a déversé tous nos systèmes existants et on a pu pousser ces informations-là sur nos fronts et sur nos bacs, tout ce qui est support, compta, on a métier d'assurance, donc on a des obligations en termes de consolidation financière sur l'activité d'assurance qui sont importantes. Et donc tout ça, on a pu, alors pas tout à fait fini, mais on a pu engager beaucoup plus vite ces convergences que si on était resté à attendre d'avoir convergé nos legacy pour pouvoir exposer les données auprès de nos clients. Donc ça veut dire que vos référentiels, vous les avez constitués avec le legacy, ils ont fait fonctionner le legacy et ensuite vous avez débranché legacy par legacy pour brancher vos référentiels sur les nouveaux systèmes. On peut le dire comme ça, ouais. Voilà. Et alors du coup, vos fameux référentiels, maintenant, ils sont là, ils sont en place. Et donc, vous les utilisez à autre chose que de faire de la gestion, je dirais, bête et méchante. Oui, alors, on les utilise à deux choses. À les exposer, évidemment, on les consomme pour tout ce qui est front, notre CRM, nos outils d'aide à la vente, tout ce qui est digitalisation vis-à-vis du client, mais aussi de nos commerciaux, puisque là, maintenant, il faut qu'ils aillent vendre. Et aussi vis-à-vis de nos partenaires. Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, on avait un modèle où on n'avait pas besoin on n'avait pas de réseau commercial puisqu'en fait, on travaillait avec des branches. Le fait que le marché se dérégule nous a posé une question stratégique au niveau du groupe, c'est est-ce qu'on se met à recruter 200 commerciaux pour aller adresser tous les secteurs dont on a besoin, ou est-ce qu'on travaille avec des partenaires? Le choix qu'on a fait, c'est de travailler avec des partenaires. Donc on a un réseau de partenaires, courtiers, apporteurs d'affaires importants. Et donc le deuxième enjeu par rapport à notre legacy derrière, là, c'était d'avoir un système qui s'ouvre vis-à-vis de ses partenaires et avec qui on peut travailler et avec qui on peut partager de l'information et de la donnée. Donc ça, c'était le deuxième gros enjeu qu'on avait, et c'est aussi à ça que nous a permis de répondre cet enjeu d'avoir nos trois référentiels, notamment le contrat. Parce que dans ce modèle-là, souvent les courtiers sont aussi gestionnaires. Donc dans la réalité, j'ai près de 30% de nos affaires d'assurance qui sont gérées à l'extérieur. Et il était essentiel que j'ai quand même la maîtrise de la donnée. Donc qu'on ait cette maîtrise complète de la donnée pour pouvoir connaître nos clients, connaître nos contrats, travailler sur de la prospective et commencer à investir sur tout ce qu'on appelle la data science, enfin en tout cas sur des analyses un peu prédictives de la façon dont allaient se comporter nos clients demain. Alors, l'un des gros problèmes lorsque l'on migre de système comme ça, puis en plus vous en aviez un certain nombre à migrer, comme on l'a dit, c'est que la structure même de la donnée n'est pas forcément la même. C'est-à-dire, est-ce que le cœur, ça va être le contrat, l'individu, l'entreprise, etc. Comment ça a fonctionné pour vous ? Alors aujourd'hui, je peux répondre. On a trouvé une solution qui nous permet d'y répondre. On a mis un peu de temps quand même. Ça a été compliqué. Le premier choix qu'on a fait, ça a été de partir pour le client sur un MDM.
Donc là-dessus, ça nous a permis de répondre à cette problématique on a une notion client qui est différente en fonction des systèmes et on va la réconcilier avec le Golden Record dans le MDM pour avoir une vision unique du client. Ça, on a réussi à le faire. Ça a été beaucoup plus compliqué sur la notion de contrat. Parce que la notion de contrat, en fonction des différents systèmes sources, elle était très très différente. Et le schéma de départ a été de se dire on va construire une base contrat classique en mode SQL avec un modèle de données qui réconcilie tout ça. On a commencé à essayer de trouver. À chaque fois, on se heurtait à des modèles qui n'étaient pas compatibles entre notre historique et ce qu'on essayait de construire. Et donc, on a pris un autre chemin qui a été de partir sur une solution qui s'appelle MarkLogic. Mais en open source, vous avez MongoDB qui est à peu près la même chose, qui permet de faire du non structuré et donc de travailler. Alors nous, on l'a utilisé pour pouvoir travailler en multifacette et aussi pour pouvoir ramener l'intelligence d'utilisation de la donnée, non pas dans le modèle de données, mais dans le développement des API qu'on met derrière. Et donc, en fait, derrière, au-dessus. Vous avez un référentiel qui avait des données non structurées, du coup. Donc du coup, nos contrats sont gérés dans un référentiel de données non structurées qu'on peut utiliser sous différentes formes. Et on a privilégié le mode graph pour pouvoir l'utiliser de façon évolutive dans le temps. Alors, donc vous avez vos référentiels, votre legacy petit à petit, vous les débranchez, donc c'est quasiment fait là. Oui, quasiment. On va dire que c'est presque ce fait. Normalement, ça va être fait. Voilà. Oui. Et voilà. Moi, je suis DSI quand même, donc on a presque fini. Voilà. Et donc votre nouveau système, lui, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Ah oui, non, ça va, oui. Et donc, bien évidemment, le but du jeu, quand on fait ce genre de choses, c'est, bon, d'une part, de se débarrasser de la dette technique, mais c'est aussi de pas faire une migration iso-fonctionnelle et de faire des nouvelles choses. Alors, qu'est-ce que ça vous a permis, cette nouvelle architecture ? Alors avant tout, effectivement de pouvoir investir sur notre relation client et sur la dimension commerciale. De répondre à des obligations réglementaires. On s'est pris un truc qui s'appelle la déclaration nominative sociale, la DSN. Oui, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, mais peu importe, c'est la DSN. Et donc, qui est un peu une révolution aussi dans nos métiers pour pouvoir la traiter. Et donc, ça nous a permis de le faire. Ça nous a permis d'être beaucoup plus réactifs et de ne pas être perturbés par toutes les évolutions réglementaires, parce que c'est le problème de l'éditeur maintenant. Et donc, ça nous a aussi permis d'être up-to-date en termes d'obligations, de sécurité et de services aux utilisateurs. Et puis, ça nous a permis de moderniser. Hein. L'expérience utilisateur interne est beaucoup plus automatisée que ce qu'elle était dans les anciens systèmes. Voilà. Et ça nous a permis de réduire nos coûts. Parce que, du coup, alors, en termes d'entretien du système, je présume, en termes de run. En fait, on est, puisqu'on ne les a pas totalement éteints, hein, on est pour quelques-uns encore sur des vieux systèmes développés en interne avec une dette technique importante. Les multiples évolutions réglementaires en général amènent le fait qu'on monte, on fait des verrues, on construit des trucs pour répondre parce que c'est pas prévu dans le système, on n'a pas les budgets, etc. Et qui font qu'à la fin, dès qu'on touche à quelque chose, on a un coût absolument monstrueux pour répondre aux clients et des délais trop importants. Donc là, ça nous a ramené dans une capacité à être beaucoup plus en time to market au rendez-vous, d'être plus agile et de répondre aux attentes de nos clients internes. Donc, vous avez accompagné la transformation du business, vous avez supprimé la dette technique, vous avez réduit les coûts et vous faites de nouvelles applications de pilotage. Tout ça, c'est déjà pas mal. Aurélie, a-t-on les réponses à la question Evals de tout à l'heure ? Alors, je vais attendre qu'elle s'affiche. Donc, on voit que les réponses sont assez partagées. Hein. Il n'y a pas un, mais il y a clairement plusieurs défis techniques à gérer, souvent simultanément. Donc, en tête, c'est l'harmonisation des données et les interfaces, mais les deux autres, la mise à niveau des compétences et l'optimisation des infrastructures qui ont été évoquées, sont également présents. Alors, Monsieur Sennelier, un commentaire. Alors, les deux points qui sortent en priorité, je les partage. C'est-à-dire que les deux sujets sont d'égale importance.
On peut démarrer par la problématique d'harmonisation des données, mais la façon dont on va faire l'interopérabilité des différentes briques applicatives va être essentielle. La façon dont on va consommer les données, l'architecture qu'on va mettre, elle est essentielle. Le point C est mineur, mais pour faire le lien avec ce que je disais en conclusion de la matinée tout à l'heure, in fine, c'est vraiment un sujet très complexe, cette problématique de compétences de l'équipe IT. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on change tout. Alors nous, on change tout, mais de toute façon, le monde informatique actuellement, partout, vous changez tout en termes de mode de fonctionnement. Et bon, alors nous, on est très, au niveau des DSI, on est passionné par tous ces changements, c'est super. On a des équipes, en fait, c'est pas tous des générations Y. Ils sont pas tous si appétents que ça au changement. Et donc, moi, je parle de dette sociale. Enfin, on a aussi une dette sociale qui est lourde. Avec des gens qu'on a du mal à faire évoluer. Je vous disais qu'on avait du mainframe. Faire passer un développeur COBOL à Python, c'est pas un exercice trivial. Et donc, c'est vraiment pas à sous-estimer parce que derrière, il y a une dynamique qu'il faut construire et il y a une rareté de la compétence et de l'expertise sur toutes ces nouvelles technologies qui est une vraie difficulté. Moi, je peux donner un exemple. On avait démarré sur une techno, je ne la nommerai pas, ça n'a pas d'intérêt, mais au bout d'un moment, on l'a abandonnée parce qu'on n'arrivait pas à trouver les compétences. Elle était super, il n'y avait pas de problème, mais on était 10 fois trop tributaire de 4 personnes qui étaient les seules disponibles à un instant T. Et donc moi, j'ai fini par dire, on va prendre un truc un peu moins bien, mais sur lequel on va trouver de la ressource, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Alors effectivement, ça c'est un point quand même assez important. Monsieur Sennelier, on va vous retrouver tout à l'heure pour conclure la matinée. Merci à vous. Merci beaucoup.